Bonjour à tous et merci on se retrouve pour ce nouveau numéro de cette année-là. Alors toujours la même équipe, la meilleure. J'ai Rodolphe. Rodolphe, ça fait un moment qu'on vous avait pas vu, non il y a 2 mois où vous Oui, étiez. effectivement, oui. Ouais. On le voit partout. Et surtout qu'en ce moment, vous avez une promotion de délire. J'ai remarqué, vous sortez des livres, mais vous les sortez 2 par 2 à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Donc vous avez 2 livres en ce moment. Oh, on peut donner les titres, on y va. Hein. Exactement, le premier c'est Faire Légion, pour revenir sur le mythe nationaliste et le réveil des autochtones, et le deuxième il est basé sur la géopolitique et le traitement notamment médiatique de ces 2 conflits géopolitiques qu'on a connus dernièrement, le conflit israélo-palestinien et russo-ukrainien. Très bien. Et pour la publicité, notre numéro qui est actuellement en kiosque avec un grand dossier, mon cher François, sur la guerre civile. Sur la guerre civile et votre enquête sur le racisme anti-blanc. Bonjour François. Olivier. Bonjour Patrick. Ça va bien? Tout va très bien. Bon, très bien. Et notre ami Christophe, qui vous avez commencé parce qu'on va pas très loin, on va en 2019. Bonjour on est même tous. un peu ridicule. On va parler d'économie, on va parler de trucs un peu sérieux. Donc moi, je suis presque un peu chafouin parce que c'est juste pour rappeler à nos auditeurs et à nos lecteurs que cette année-là, en fait, on prend le prétexte d'une année qui peut être il y a 20, 30, 40 ans pour revenir sur un numéro spécifique de cette année. Alors c'est vrai qu'on aime bien les vieux numéros qui sont toujours merveilleux, puis ça nous permet de nous enfoncer un peu dans une nostalgie, de bonne aloi. Donc ce numéro-là, nous allons découvrir la couverture. Il se trouve que c'est le numéro 181 qui a donc, je crois, 5 ans. Il est de 2019 et on va s'attacher donc, on va discuter des thèmes, je crois que la couverture, c'est si tout basculait en 2022, autour du Rassemblement National et Marine Le Pen. Et là, on peut dire que non, ça n'a pas basculé. Alors, c'était il y a 5 ans en arrière. Je crois qu'il y a vous avez je sais pas comment on appelle ça, un intertitre, un peu gauchiste, je trouve, c'est la grande peur des bourgeois. On va y revenir. Moi, j'aime bien vous faire un petit panorama nostalgique. Alors, c'est une nostalgie d'il y a 5 ans. Que se passe-t-il, donc, pour ce numéro 180 qui est en fin d'année 2019? Alors, 2019, effectivement, il y a des choses un peu prémonitoires par rapport à notre année 2024, puisque sur la politique étrangère générale, nous avons Trump au pouvoir. D'ailleurs, Trump, qui va peut-être revenir cette année même, qui a des problèmes, notamment sa procédure de destitution, enfin, les embrouilles internes à l'Amérique. Nous avons en Europe, si je puis dire, le Brexit, c'est la fin du Brexit, donc c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. D'ailleurs, je crois que c'est aussi le même moment où Boris Johnson est élu Premier ministre un petit peu avant. C'est aussi une période d'élection européenne où on pourra revenir peut-être sur les scores des partis concernés. Alors dans un registre, je poursuis mon petit panorama, dans un registre un peu culturel au cinéma, même si c'était très récent, on peut se souvenir de films. Il y a ce très bon film coréen primé qui s'appelle Parasite, qui est un petit chef-d'œuvre effectivement. Nous avons la grosse production américaine Joker avec Machin Phoenix, je me rappelle jamais de son prénom. Joaquin, pardon. Chef-d'œuvre. Très bien. Chef-d'œuvre populiste. Hein. Très bien. Le numéro 2 sort cette année, je crois. Ouais, c'est ça, avec les frères. Le frère, le retour du Joker. C'est une fratrie d'acteurs. Il y a le frère aussi. Il est phénoménal. Nous avons en France donc Les Misérables, ce film qui a été primé aussi, qui n'est pas intéressant d'un point de vue cinématographique. Contestable. Ouais. Voilà. Et puis alors moi, des choses que j'aime bien Quentin Dupieux. Donc il sort Le Dain avec Jean Dujardin, qui est un petit chef-d'œuvre surréaliste en 2019. Et puis dans un registre européen, il y a le Traître de Marco Bellocchio, qui est une fresque sur les événements italiens, la mafia. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les choses musicales, la culture pop? Alors on a déjà Aya Nakamura. Oui, voilà, qui est assez marrante, hein, qui a participé aux cérémonies récentes des Jeux Olympiques. Et puis il y a tout un tas de gens, moi, que je connais mal parce que je suis un vieux bonhomme, Lady Gaga, Angèle, etc. Je sais pas trop bien. Ah, très jolie, c'est vrai. Ouais. Qui a également participé à la cérémonie des Jeux Olympiques qui vient de se finir. Il est handicapé, Angèle. Non, Gaga. Bon, les handicapés, non pas oui, du tout. C'était pour les voilà, mais en tout cas, effectivement, c'est la jolie Belge blonde qui a participé au JO, je ne sais quoi. Voilà. Et puis alors, quel livre sortent le prix Goncourt m'échappe, il ne nous a pas marqué. Je crois que c'est Sérotonine de Houellebecq qui sort en 2019. J'avais noté qu'il y avait Simon Liberati que j'aime bien, qui avait sorti un très bon roman Occident. Voilà. Rien d'autre. Peter Handke, prix Nobel. Et je crois qu'en 2019, notre ami Sylvain Tesson a le prix Renaudot pour sa Panthère des Neiges. Voilà, c'est tout. Et puis en 2019, c'est pas du tout de l'ironie ou un clin d'œil bizarre, c'est la mort de Dick Rivers, qu'on aime beaucoup. C'est tout. Voilà. C'est juste que nous aimons beaucoup. Voilà. Moi j'aime beaucoup Dick Rivers. Une petite pastille de distraction là avant de rentrer dans le dur du sujet. Voilà, Coupe du monde de rugby aussi. C'est exact. Ouais.
pas facile de passer maintenant de Dick Rivers à l'économie, parce que en fait dans ce numéro, mon cher François, c'est le RN, c'était déjà le RN, je crois. Oui. Ouais, le RN. On considérait que sur le plan économique, il était quasiment de gauche. Et là, cette année, j'ai l'impression que toutes les mesures un peu gauchisantes ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans Ça y est, le libéralisme est revenu, c'est le retour. Oui, chassé. Alors, on a tendance à faire du premier Front National de Jean-Marie Le Pen un parti résolument atlantiste, libéral et pro-business. C'est pas tout à fait le cas. Ça l'a été dans le courant des années 1980. Mais à partir de la première guerre du Golfe, il y a une dérive. Comment la qualifier, cette dérive en tout cas pas droitière de la part de Jean-Marie Le Pen, avec le discours de l'entre-deux tours en 2002 qui annonce déjà le deuxième Front National, le Front National de Marine Le Pen, avec le municipalisme, le gaucho-marinisme, le marinisme municipal, quand le Front National se rend compte que le cœur de cible électorale qui est le sien, c'est celui de la France périphérique, et que les thématiques du pouvoir d'achat, de la vie trop chère, de la surtaxation, du gaz, du pétrole, des taxes foncières, etc., fait que le Front National réoriente son discours, et il y a eu de fait, une période de flottement pendant l'entre-deux tours législatives, avec l'amorce d'union des droites qui ne disait pas son nom, et qui prenait à rebrousse-poil la ligne du Front National ou du RN plutôt depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire ni droite ni gauche, mais au-delà de la droite et de la gauche. Macron dit et la droite et la gauche, le RN dit ni droite ni gauche. Et tout d'un coup, pour des questions d'alliance électorale et de contournement du Front républicain, il y a une tentation de la part des équipes de Marine Le Pen et de Jordan Bardella d'envoyer des signaux à la droite des LR, ce qu'ils ont fait, en semblant renoncer à certains pans de leur programme économique, en l'occurrence les retraites, mais le RN vient de porter devant le Parlement l'abrogation de la réforme des retraites. Donc il est revenu sur ces volte-face, à période de flottement. En revanche, quelque chose qui est central pour l'électorat du marinisme municipal et de la France périphérique, qui est la baisse des taxes, en l'occurrence la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, fuel, pétrole, gaz, etc. Le RN, semble-t-il, y a renoncé, ce qui est surprenant parce que le RN prend le risque, et nous avons consacré dans le dernier numéro d'Éléments, là pour le coup, qui est en kiosque, avec la couverture de Marceau et les bâtons de dynamite prêts à exploser, un grand papier de David Lépée sur le programme économique du Rassemblement national, à savoir est-il soluble dans le néolibéralisme. Pourquoi ce papier ? Précisément pour ce que vous pointez, cette période de flottement programmatique dans l'entre-deux tours législatives, qui rappelle que peut-être que la question du libéralisme, la question pro-business, pro-entreprise et grande entreprise, même si le RN prend toujours soin de dire qu'il défend les TPE, PME et moyennes entreprises, n'est pas le cœur du programme en réalité de ce parti, même si c'est la préoccupation centrale de son électorat. Préoccupation centrale de son électorat, moi je passe mon temps à le redire, c'est à la fois la ligne Ruffin plus Zemmour, mais pas Ruffin sans Zemmour et ni Zemmour sans Ruffin. C'est et l'un et l'autre. Donc que fait Ruffin ? Justice sociale. Ruffin, c'est central dans l'électorat du RN. Et questions migratoires, sécuritaires et d'identité, c'est aussi central, c'est-à-dire la ligne Zemmour. Quand on a réuni les deux, on a le programme du Front National et je crois le ressort principal du vote des classes populaires et des catégories intermédiaires en faveur de ce parti. Alors, même David Lépée, c'est là où ça devient intéressant, qui explique qu'une grande partie du patronat ne trouve pas du tout crédible le programme du RN, mais une grosse partie est assez cynique en se disant bon, c'est pas très grave de toute façon, et ils disent Bolloré fera le job et va leur faire entendre raison, c'est-à-dire que quand ils arriveront au pouvoir, on va leur expliquer qu'en fin de compte on va changer la chose. Et c'est vrai que le patronat en est persuadé. Il y a une réputation d'amateurisme que le Rassemblement national a très longtemps entretenu.
c'est-à-dire de défaut de compétences, en particulier de compétences technocratiques, économiques, financières, et qui laisse imaginer à la droite républicaine, gouvernementale, que le moment venu, ils feront le job, avec les guillemets d'usage. Ce qui est de la part à la fois, il y a un excès de prétention et de présomption de la part des LR, de s'imaginer qu'ils seront le cerveau, l'hémisphère droit et gauche du cerveau de Marine Le Pen. Elle a un cerveau, Marine Le Pen. Et pour le RN, cette tentation est très dangereuse, parce que je le redis, le cœur du cœur de l'électorat, c'est le patronat. Moi, j'ai toujours en tête ce que Pompidou avait dit à Philippe de Saint-Robert. Tous nos présidents, quand ils meurent, font l'aveu de leur erreur majeure. Pompidou fait l'aveu de son erreur majeure, c'est que j'ai donné raison à Bouygues. Bouygues a dit des immigrés et Pompidou a dit des immigrés. On y va. Et Giscard, c'est la même chose. Giscard, au seuil à la fin de sa vie, dit ma principale erreur, c'est le ruban familial. Mais pourquoi ont-ils attendu aussi longtemps pour et qu'est-ce que ça a entraîné pour les catégories populaires et intermédiaires? Une déflation salariale massive. Les salaires n'ont pas augmenté autant que le pouvoir d'achat à cause de l'immigration, armée de réserve du capital. Marx et Engels surtout en parlent déjà, dans le cas des Irlandais du XIXe siècle vis-à-vis des ouvriers anglais, donc insulaires. Comment on met en concurrence deux salariats, un qui est précaire et un qui est syndicalisé. Donc ça a entraîné une déflation salariale considérable pour les Français, et une montée d'insécurité. En l'occurrence, les deux ressorts principaux du vote RN. Pouvoir d'achat, déflation salariale, insécurité, immigration. Donc si le RN renonce à ça, je crois, moi, qu'il se tire une balle dans le pied. Et quand il n'y a pas aujourd'hui une contre-offre électorale, Ruffin n'a pas les épaules, n'est pas assez solide. On n'a pas en France l'équivalent de Sarah Wagenknecht, qui représente une ligne qui serait celle de Jérôme Sainte-Marie, si Jean-Luc Mélenchon était resté populiste. Donc Luc Mélenchon de 2017, je parle à tous les Français. Et je vais aussi leur parler de questions migratoires. Il en parlait en 2017. On a oublié, il a des déclarations très surprenantes qu'on relirait aujourd'hui. Qui lui avait été reproché à l'époque d'ailleurs notamment par Benoît Hamon. Voilà. Ouais. Donc moi, le RN se suiciderait s'ils adoptent au nom du non-lieu droite qu'il faut faire, mais surtout ne pas dire qu'on va la faire, se tirer une balle dans le pied. Rodolphe, vous qui êtes un peu l'aile gauche, vous êtes à ma gauche, mais vous êtes un peu l'aile gauche d'Éléments, avec notre ami David Lépée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fait encore cocufier du côté du RN, l'électorat? À mon avis, il y a un livre assez pertinent auquel je renvoie nos auditeurs, qui est sorti tout récemment. C'est le livre de Michel Féher, ou Féé, je sais pas trop comment ça se prononce, mais par contre, à mon avis, cet auteur a réussi à mettre le doigt sur cette ligne, comme a très bien dit François, qui va justement faire l'alliance entre le côté identitaire et le côté social. Le titre du livre, c'est Parasite, producteur contre parasite, et il revient justement sur cette tentative d'élaboration d'une troisième voie qui est très européenne, parce que l'auteur remonte au moment de la Révolution anglaise et des Niveleurs, et aussi au moment de la Révolution française, où l'abbé Sieyès, justement, quand il sort son fameux livre Qu'est-ce que le tiers-État, justement montrer qu'il y a un peuple. Alors lui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il fait aussi une opposition à l'époque raciale entre, vous savez, les aristocraties germaniques qui va renvoyer, Franck, qui va renvoyer en forêt de Franconie, et justement les populations, en tout cas le tiers-État, celui qui assume le principe de réalité, si l'on peut dire, et qui est justement les populations héritières de gallo-romaines. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette filiation va traverser comme ça l'Europe, si je puis dire, et on retrouve cette tradition au moment du 19e siècle, par exemple, chez un auteur comme Proudhon. Et ce qui est intéressant, c'est que la tradition française n'a jamais été la tradition marxiste ou allemande. Après, bien sûr, elle va arriver en France au 19e siècle, mais la tradition française, c'était une tradition, qui se revendiquait de l'éthos de la valeur travail. Quelque chose qui va être complètement conspué, par exemple, à gauche actuellement. Vous savez, on a des partisans de Lafarge, du droit à la paresse. Et alors que non, on avait véritablement au 19e siècle, en tout cas, un socialisme français qui promouvait la valeur travail et qui, justement, avait arrivé à bien mélanger cet ethos national contre l'ethos internationaliste plutôt marxiste. Et donc, cet auteur montre pertinemment qu'on est arrivé comme ça jusqu'à donc cette notion de producérisme qui est un peu un barbarisme, mais qui a une racine anglaise où on va opposer les parasites,
ce qui est intéressant, c'est que cette synthèse des parasites, elle prend autant les spéculateurs d'en haut, les financiers, vous savez, tous ceux, la finance internationale hors sol, et aussi en bas, les parasites, ceux qui vont profiter des allocations. Et à mon avis, c'est une formule assez pertinente pour la future doctrine économique du RN. C'est une troisième voie entre le libéralisme et le socialisme. C'est quelque chose qui nous est cher aussi dans la tradition d'éléments et notamment de la nouvelle droite. C'est justement cette promotion du peuple producteur, ce peuple qui assume le principe de réalité, c'est celui des classes moyennes. Et aujourd'hui, on le voit bien, notamment avec les travaux de Jérôme Sainte-Marie, que le cœur nucléaire de l'électorat du RN, il est ici, entre ces classes moyennes déclassées aujourd'hui pour diverses raisons et ces classes populaires qui ont besoin d'un État protecteur, mais qui ne demandent absolument pas un État interventionniste socialiste. Ils veulent un État protecteur. À mon avis, c'est une voie, notamment d'un point de vue économique et sur les questions d'immigration, qui est assez pertinent pour le RN. Je vais vous citer un auteur, vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de gens, même à droite, qui ont pensé cette économie. Il faudrait une politique très libéralisme à l'intérieur et un État très protectionnisme à l'extérieur. L'organisation d'un espace auto-centré européen, une politique inflationniste volontaire avec une politique d'achat obligatoire entre Européens de manière à casser l'économie mondiale. Nous devons travailler sur un espace économique européen en partenariat avec le tiers-monde pour casser le libéralisme mondial où chaque espace produirait ce qu'il consomme lui-même selon sa propre culture. Ça, c'est un entretien qui a été fait par Guillaume Fay sur le journal de FR3 à l'époque, en 83. Il y a des gens à droite qui ont pensé autrement que le libéralisme, c'est même une tradition. C'est même une tradition, et puis on pourrait dire aussi que anthropologiquement, la droite, en tout cas l'anthropologie qu'elle défend, est foncièrement antilibérale, puisque il n'y a pas de droite sans une réflexion sur la communauté, sur le racinement, sur quand vous parliez du productivisme, du travaillisme aussi, il y a un travaillisme de droite qu'on retrouve d'ailleurs aussi bien dans la tradition catholique légitimiste, avec des gens comme le Marquis de Main, y compris même aussi des gens dans la première Action française. Maurras a un grand texte, Libéralisme et liberté, où il explique au fond le libéralisme, c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. C'est une formule célèbre de Maurras. Et puis en plus, ensuite, on peut revenir à des expériences très, très intellectuelle, comme celle de Georges Valois, qui parlait de la République des producteurs, et puis évidemment la Nouvelle Droite, toute la réflexion de la Nouvelle Droite depuis maintenant plus de 40 ans, qui s'est quand même affirmée face au libéralisme. Après, je pense qu'il faut distinguer le marché et le capitalisme. On a besoin de marché, on a besoin même d'un marché qui sont, pour reprendre la formule de Poliani, encastrés dans la communauté, dans la vie des gens. Le problème du libéralisme mondialisé tel qu'il s'est développé depuis maintenant plus de 50 ans, c'est un libéralisme hors sol, c'est un marché qui domine les relations humaines et qui les marchandise, justement. Qu'est-ce qui fait, François, que le RN n'arrive pas à se mettre dans un... La gauche a une véritable utopie anticapitaliste qu'elle n'applique jamais quand elle arrive au pouvoir, en plus. Il faut aussi admettre ça. Mais là, ils essayent même pas de faire semblant, ils abandonnent avant l'élection. C'est un problème ancien pour le Front National et le Rassemblement National. C'est un problème récurrent, c'est peut-être un problème structurel, puisque toutes les tentatives de doter ce parti d'un programme solide, Jean-Pierre Sirbois, Bruno Maigret, Florian Philippot, on pense ce qu'on veut de Florian Philippot, mais Florian Philippot avait dégagé une ligne qui était cohérente. On peut contester cette ligne-là, mais elle avait le mérite d'exister. Ont soit avorté, soit ont été condamnés par la famille Le Pen, en l'occurrence Jean-Marie pour ce qui est pas de Jean-Pierre Sirbois, puisqu'il est mort prématurément et accidentellement, et cela étant dit, il portait cette voie-là. Bruno Maigret, qui a été cornérisé de fait, qui ne s'est pas exclu de lui-même, qui a été poussé progressivement vers la sortie, et aujourd'hui on retrouve le même problème. L'école de formation est formidable, Campus Emera du Rassemblement National, mais elle n'a été créée qu'il y a 2 ans, et quand on la compare à ce que fait LFI, c'est le jour et la nuit. Enfin, c'est LFI. Bon, alors évidemment, c'est facile pour LFI d'attirer le banc et l'arrière-banc d'université, des universitaires tous plus brillants les uns que les autres, qui connaissent néanmoins
leur sujet, même si c'est contestable. L'Institut La Boétie, en l'occurrence, et Campus Emera, qui est pas doté de moyens. Donc il y a un problème récurrent. Est-ce que cette droite-là est hostile au monde des idées? Est-ce que cette droite-là a un principe de réalité qui fait qu'une fois au pouvoir, eh bien, elle se rallie à la puissance pro-business, pro-argent, pro-CAC 40, et qui à la fin fera l'aveu qu'a pu faire Pompidou ou Valéry Giscard d'Estaing? Je sais pas comment répondre à cette question-là, puisqu'il faudrait sonder les cœurs et les reins des dirigeants de ce parti. Mais oui, il y a un problème considérable. C'est qu'il y a la ligne économique n'est pas claire, ou en tout cas elle est changeante. Tout ce qui est programmatique dépend des circonstances. On a l'impression qu'on navigue en partie à vue. Que faire? Moi, je suis pas à l'intérieur de ce parti-là. Je peux en faire une critique de l'extérieur. J'ai publié des tribunes, on a publié des tribunes pour pointer du doigt la nécessité pour le Rassemblement national de se doter d'une colonne vertébrale idéologique, économique. De fait, c'est pas la voie que choisit ce parti, ce que je regrette profondément, parce que ça veut dire que le RN, si jamais Jérôme Sainte-Marie devait avoir raison, comme il l'annonce dans la couverture, il n'y a pas de plafond de verre. Pour moi, il y a un plafond de verre, mais on peut imaginer qu'il n'y en a pas. Et bien que le RN arrivera au pouvoir comme Trump en 2016, c'est-à-dire tout nu, et repartira tout nu en 2020. Ce qui n'est pas le cas, ni l'état d'esprit de Trump aujourd'hui en 2024. Il s'appuie sur des think tanks, il s'appuie sur un corpus économique, sur des intellectuels organiques. C'est un tout autre Trump qui a pris la mesure d'un one shot comme les Américains. C'est qu'on oui, certes, on gagne la présidentielle, mais on n'arrive pas à renverser la table. Ce que peuvent faire Poutine, les grands leaders illibéraux, Poutine, Orban, mais par exemple au RN, il n'y a pas de réflexion sur l'illibéralisme, et qui offre une alternative à cette question de libéralisme. J'en ai fini après. Notre problème majeur avec le libéralisme, c'est que les libéraux ont braqué sémantiquement un mot qui ne leur appartient pas. Nous ne sommes pas hostiles aux libertés. On a fait dans Éléments un nombre de dossiers incalculables sur les libertés concrètes au pluriel contre la liberté générique au singulier, qui n'a aucun sens, qui est celle des libéraux. Simplement, ils ont préempté ce mot-là, et ce qui fait que lorsqu'on attaque le libéralisme, les gens ont l'impression qu'on est contre la liberté d'entreprendre, en aucun cas, contre la liberté d'expression, en aucun cas, de se déplacer, en aucun cas, qu'il y a eu des régimes de liberté sous l'Ancien Régime d'une toute autre nature que la liberté misérable qui est la nôtre. Il y avait des libertés locales, des villes franches, toutes les villes franches, c'était des villes franches, au sens littéral, des libertés médiévales, des libertés grecques, romaines. C'est-à-dire qu'il y a d'autres alternatives au libéralisme que l'idéologie qui nous est présentée. Pour la parenthèse, que nos auditeurs lisent les derniers travaux de notre ami Guillaume Travers sur le monde féodal, etc. Sur le monde féodal, et Guillaume Travers, dans plusieurs livres parus à la Nouvelle Librairie sous le pavillon, le label l'Institut Iliade, a quantité de bouquins sur les libertés concrètes dans les sociétés prémodernes. Mon Dieu, il y avait une liberté de ton, de mouvement, d'entreprise que nous n'avions pas dans un cadre communautaire. Et parallèlement à ça, et j'en ai fini, c'est que non seulement ils ont préempté le mot, mais ils l'ont vidé de sa substance. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui paraissent sur un libéralisme autocratique, quasi tyrannique. Il y a quantité de bouquins qui paraissent aux États-Unis sur la notion d'État total, en particulier des paléo-républicains, donc des vrais conservateurs, pour montrer qu'il y a une dérive aujourd'hui liberticide au cœur même du libéralisme, et qui en constitue comme presque le cancer central. Alors, le paradoxe dans cette histoire, c'est pourtant il y a un boulevard pour le RN, c'est que le capitalisme est considéré et à titre le principal producteur de l'immigration moderne. Comment ça se fait, Rodolphe, que là, il pourrait s'engouffrer là-dedans, que la gauche ne fait pas, elle? La gauche considère que la liberté, elle a un paradoxe, la gauche, c'est que elle est pour que les hommes puissent se balader n'importe où, mais pas les capitaux ni les marchandises. Et là, c'est tabou. Justement, ça me renvoie à une intervention d'une universitaire à l'Institut de la Boétie qui revenait sur la notion de localisme, notion aussi qui est chère à Éléments, à la Nouvelle Droite. Et ce qui est intéressant, c'est que on avait quelque part énormément de points communs, notamment sur le fait de produire local, les circuits courts, ce genre de choses. Par contre, il y a une seule écologie qui, pour elle, était l'angle mort, c'était l'écologie des peuples.
Et ça, nous, normalement... LFI, maintenant, pour rebondir sur ce que tu dis, je ne sais plus quel bureaucrate du parti, qui est à la commission d'ailleurs économique à l'Assemblée nationale, Coquerel, voilà, Éric Coquerel, avait fait l'éloge des patrons éclairés. Les patrons éclairés, c'est fascinant. Quand on regarde la littérature du MEDEF, ou de toutes les fondations financées par l'industrie du CAC 40, l'Institut Montaigne, fondé par Bébéard d'AXA, ils sont porteurs de la responsabilité sociale des entreprises, donc la RSE, responsabilité sociale des entreprises, oui, qui nous impose l'inclusion, le wokisme, la LGBT, les formations LGBT au sein du CAC 40. Donc le MEDEF, et plus largement la très grande entreprise, est rallié à cette vision du monde-là. Récemment, le MEDEF a de nouveau fait une critique du RN sur la base que l'immigration est nécessaire. Et moi, j'insiste, c'est quand Pompidou fait l'aveu à Saint-Robert, en 1973, c'est ma principale erreur. J'ai dit oui à Bouygues. C'est ma principale erreur. Mais il l'a fait. Voilà. Autre paradoxe, on n'aura pas beaucoup de temps, mais Rodolphe, c'est que dans la jeune génération, pourtant le libéralisme, il est de plus en plus à la mode. Oui, j'ai l'impression parfois d'être un peu un ringard, mais pour moi, et fondamentalement, là, ça c'est ce que je dois à la nouvelle droite, c'est qu'il faut, j'ai toujours cherché en tout cas à développer une doctrine qui soit cohérente. Et à mon avis, comme vous l'avez très bien cité, la critique des flux migratoire que j'ai absolument dans mon logiciel, elle est corrélative à la critique des flux des capitaux, en tout cas c'est une frontière. Une frontière, comme dit très bien Régis Debray, elle peut se fermer, elle peut s'ouvrir aussi. Il ne faut pas ne serait-ce que voir qu'une paroi. Et justement, sur la question des flux migratoires, on voit que les frontières reviennent. Si on détruit les murs extérieurs, ils reviennent à l'intérieur. On l'a, par exemple, avec la question des murs invisibles. Vous savez, on a détruit les frontières, mais on a maintenant des frontières protectrices, par exemple, autour de la Tour Eiffel. Donc, à mon avis, sur les flux financiers, c'est exactement la même chose. Et moi, à mon avis, c'est quelque chose que je critique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette volonté d'un libéralisme comme ça débridé, elle va en poupe, mais quelque part il a aussi ses raisons légitimes. C'est vrai qu'il y a une pression comme ça sur les classes moyennes qui est absolument terrible, et oui, on a besoin d'un appel d'air, mais à mon avis il doit toujours être comme ça, mis en adéquation avec une politique plus large d'un État protecteur, parce qu'on l'a très bien vu dans les sondages, notamment auprès de l'électorat frontiste, ils demandent pas véritablement un État-providence, mais un État protecteur qui les protège dans leur emploi, mais aussi sur la sécurité. Ouais. Et pour rebondir sur ce que dit Rodolphe, en plus, moi je crois que le RN est piégé électoralement. C'est Sainte-Marie le dit souvent ça. C'est que énormément de Français dépendent de l'argent de l'État. Quand on regarde, il y a une étude de Luc Rouban, donc du CEVIPOF, de Sciences Po, sur le vote des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires de la fonction publique, de la fonction publique hospitalière. À l'hôpital, c'est 41% qui votent Marine et Jordan Bardella au premier tour, 41%. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de l'argent public en France. On n'a pas le temps d'en parler. Mais sur aussi, c'est pour des raisons identitaires aussi, parce qu'ils voient les conséquences aussi du grand emplacement. Oui, mais aussi les questions sociales, évidemment. Dans la France périphérique, moins quand même, néanmoins. Mais ils le voient, vous avez raison, ils le voient, mais moins. Je pense que néanmoins, il y a une question de pouvoir d'achat qui est centrale. Ouais. Bon voilà, on va se terminer là-dessus. Alors je rassure sur les fonctionnaires, les profs sont encore majoritaires à gauche. Mais ça va changer. C'est en train de changer. Voilà, on se retrouve dans un mois avec Olivier pour un nouveau numéro du Plus d'éléments. Bonjour chez vous.